la réalité interdépendante. Donc, mon bonheur se construit avec, au travers de celui de l'autre. L'altruisme est fondé sur la réciprocité, sur les liens qui nous unissent. Et donc, reconnaître cette interdépendance, c'est un peu le fondement intellectuel de l'altruisme et de la compassion. Et ça fonctionne, parce que lorsqu'on est dans l'harmonie avec la réalité, bien, ça marche. Tandis que la poursuite d'un bonheur égoïste est vouée à l'échec. D'ailleurs, Romain Roland qui disait, c'est le bonheur égoïste, le seul but de votre existence sera bientôt sans but. Donc, il faut oser dire que l'altruisme n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ne pas craindre de passer pour un naïf, il faut oser dire, il faut oser promouvoir dans l'éducation, dans l'économie. Vive la révolution altruiste. Je vous invite à y participer. Cette jeune fille qui était un peu le carbonagueur. J'avais photographié il y a 8 ans, je crois, dans une contrée normale, dans une cuisine, près d'une autre clinique. Je suis tombé par hasard sur elle dans la cuisine, elle m'a demandé cette samba, par une d'ouvrier, avec ce regard si confiant et si lumineux. Et puis, bon, voilà, j'avais perdu de vue. Et l'année dernière, j'ai essayé de la retrouver. On m'a dit, oh là là, il y a 2 jours d'ici chez les nomades, c'est trop compliqué. Et cette année, j'ai dit, écoutez, j'apprends, on va la voir. Donc, elle est venue, et donc la voilà, 7 ans plus tard. Et donc, elle a gardé son regard. Et vous savez, peut-être que cette photo de la petite fille afghane de Steve McCurry, c'est un ami à moi, j'ai pensé un peu à ma petite fille afghane tibétaine. Et j'espère la voir encore dans quelques années. Donc, c'est aussi un peu le symbole de toutes nos actions. Maintenant, elle va aussi à l'école, dans une des écoles qu'on a construites. Dans son village, il y a une clinique, nous avons construit là où il n'y en avait pas. Donc, c'est vraiment une joie de pouvoir assister à tout ça tous les jours. Merci d'être présent ce soir. C'était une année, au forum de Davos, il y avait Wen Jiabao, le Premier ministre de Chine, et Poutine. En tant qu'affaire, je préfère Poutine. Wen Jiabao, pendant 20 minutes, alors là, moi j'étais assis bien froid au deuxième rang en face de lui, et il a carrément harangué, il y avait 40 chefs d'État, etc. Il a donné une leçon à tout le monde. Et c'est tellement construit, je me suis dit, voilà, difficile de dialoguer avec ce type de personnes. Ils ont été formés, en quelque sorte, pour donner une vision des choses, pour essayer de manœuvrer, pour imposer. Et j'ai dit à mes amis, parce qu'évidemment, parmi les proches des Lama, il n'y a pas beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'être à quelques mètres de lui, pour des raisons, vous comprenez. Vous savez, le dialogue, ça va pas aller très loin. Il faut qu'ils aient vraiment une bonne raison pour lâcher un peu de mots pour le Tibet. Parce que... Alors, Poutine est un peu plus rigolo, il y a des petits sourires, des plaisanteries. Il est au moins un petit peu accessible. Voilà, par ça, j'en suis resté. Mais vous savez, encore une fois, dans tous les cas, ce que c'est que l'altruisme, c'est de non seulement de souhaiter, parce qu'un souhait, bon, ben, ne suffit pas, bien sûr. Mais si d'avoir une attitude constructive vis-à-vis de tous et de voir quelles peuvent être les solutions
qui soit mutuellement acceptable, et pas simplement de condamner, de détruire, d'éradiquer, mais finalement de voir, bon, les gens ils peuvent être complètement sous l'emprise de totale illusion, submergés par l'ignorance, mais malgré tout, en fin de compte, ils ne cherchent pas fondamentalement à souffrir, tout autant qu'ils sont. Donc, essayer de passer d'autre chose, dans la fermeté aussi, mais de trouver une solution constructive. Il n'y a rien de pire que la vengeance, parce que, comme disait le Bouddha, la haine répond à la haine, la haine ne cessera jamais. C'était Gandhi qui disait, si vous appliquez la loi du talion, œil pour œil, comme il ne parlait pas du talion, mais il disait œil pour œil, dent pour dent, et le monde sera bientôt aveugle et édenté. Bonsoir. Comment peut-on méditer en bienveillance et en altruisme? Alors, c'est comme les matchs de foot, je disais tout à l'heure, quand j'étais petit, j'allais voir les matchs de foot, il y a une match d'ouverture, au lever de rideau, il y a le match de foot. Donc il y a 2 heures, j'ai une demi-heure à essayer de parler de la méditation. Un groupe de personnes qui ne peuvent pas nous rejoindre ce soir parce qu'il y a une place. Donc pour reprendre brièvement tout ça, si vous voulez, vous avez tous à des moments donnés des pensées incroyablement bienveillantes vis-à-vis d'un enfant, d'un être cher, d'un animal. Vous ne faites que du bien à cette personne, ça arrive, non? D'accord? Et ça dure 15 secondes, on passe à autre chose. Quelqu'un rentre dans la pièce, quelque chose se passe, et puis on passe à autre chose. Ça, c'est pas de la méditation. C'est un moment où notre esprit est rempli de bienveillance. Vous n'apprenez pas à jouer du piano en tapotant 15 secondes sur un piano tous les 15 jours. Qu'est-ce que ça change de méditer? Quelle est la différence? C'est, au lieu de faire 15 secondes, vous avez ressenti ça, vous savez ce que c'est, ça a un goût, ça a une saveur, c'est une forme d'expérience. La bienveillance, ce n'est pas quelque chose de complètement étranger. Alors, imaginez que vous pouvez susciter cette bienveillance. Vous pensez à cet enfant qui vient avec des grands yeux, tout innocent, confiant, etc. Vous ne sentez que l'amour. Pourquoi pas essayer de nourrir ça pendant 5, 10 minutes? Si ça décline, de le raviver. Si vous pensez à autre chose, d'y revenir. On ne fait pas ça. On fait du vélo sur une bicyclette quelque part dans notre appartement pour être en forme. On ne fait pas 15 minutes où on pense qu'à la compassion et à l'amour. Une fois que vous avez engendré ça dans votre esprit, ça remplit votre paysage mental. Vous n'êtes pas forcé non plus de garder uniquement cette image de cet enfant. Vous pouvez l'étendre, ce sentiment, à d'autres personnes. Et puis il y a des étrangers. Et puis il y a ceux qui sont des cas difficiles, à vivre. Pourquoi pas? Donc, si vous faites ça tous les matins, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous faisiez des gammes de piano tous les jours. Au bout de quelques mois, vous serez quelqu'un qui joue du piano. Et si vous faites beaucoup, vous serez très bon en piano. Donc c'est pratique, pratique, pratique. Il n'y a pas de mystère. Et c'est comme ça que la neuroplasticité marche. C'est un entraînement amène une transformation. Subjectivement, et même dans le cerveau, ça se voit. Donc c'est plutôt bon. Je vous en prie. Bonsoir. Je vais faire un peu le vilain petit canard dans une assemblée de 800 personnes. Il y a quelque chose qui me choque profondément en ce moment. C'est ce qui se passe au Sri Lanka, c'est ce qui se passe au Bhoutan et c'est ce qui se passe en Birmanie. Là, on trouve des populations qui sont manifestement les plus brimées actuellement. Et c'est extrêmement choquant de voir ce qui se passe. Alors, vous dites... la méditation va nous changer, d'accord. Le Sri Lanka est quand même un pays bouddhiste, la Birmanie est un pays bouddhiste. On a quand même des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées. On a des morts quasiment tous les week-ends. Donc, moi, je ne suis pas bouddhiste. J'étais intéressé par ça, mais je suis tombé sur des choses qui m'ont un peu choqué. Donc, vous voyez.
Donc aujourd'hui, je suis dans un doute énorme. Alors, vous avez entièrement raison. Dalai Lama a dit que Sébastien Pierre notamment est totalement inadmissible et inexcusable. Bon, ça s'est passé dans des pays bouddhistes. Ça ne s'est pas passé au nom des bouddhistes, déjà, c'est quand même. On est d'accord. Mais c'est déjà pas plus mal, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres au nom des religions. Donc, les gens ne sont pas parfaits, c'est infiniment regrettable, y compris dans les pays bouddhistes. Et ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que les autorités du coin n'aient pas clairement dénoncé ces malversations. Et Aung San Suu Kyi, malheureusement, son statut moral était un peu édenté par le fait qu'elle n'a pas pris position très clairement à propos des sévices qui ont été infligés à des villages musulmans qui sont donc à la frontière entre la Birmanie et l'Inde. C'est inadmissible. Alors vous dites 100 000 personnes, attendez, pas en Birmanie, bien sûr, mais en Sri Lanka, les Tamils, c'était le cas. Alors pour les Tamils, ce n'était pas non plus une guerre de religion, aussi terrible soit-elle, et aussi inacceptable l'attitude du gouvernement de Sri Lanka soit-il, puisqu'il refuse même que les enquêtes des Nations Unies soient menées par rapport au sort des populations tamoules. C'était quand même une guerre plus ou moins ethnique. Les Tamouls sont d'origine indienne, ils veulent faire sécession. Donc ça, c'est le truc classique dans les pays. C'est politique, pouvoir, etc. Ceci dit, ce n'est pas du tout pour excuser ceux qui ont cautionné cela. C'est inadmissible, à tout point de vue. Le Dalai Lama lui-même l'a dit sans ambiguïté. Il n'y a aucune excuse. Tout ce qu'on peut dire, c'est que certes, ces faits sont d'autant plus choquants que ce n'est pas dans des cultures où on a l'habitude de voir ces abus et ces morts, etc. Où en gros, si vous voulez, il y a quand même eu moins de conflits violents dans ces pays. En tout cas, la seule consolation qu'on peut avoir, ce qui n'est pas non plus une excuse, c'est que ça n'a jamais été au nom des religions. On peut dire que ça va contre les principes du bouddhisme, et donc c'est très regrettable que ça se passe dans des pays bouddhistes. Et ça, il n'y a aucune excuse à ça, vous avez entièrement raison. C'est comme... Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'au moins, il n'y a jamais eu de promotion de la violence au nom des bouddhistes, tout au contraire. Donc c'est quand même un facteur mitigateur par rapport à des populations qui ne sont pas parfaites, où les gens ne sont pas tous à l'état de Bouddha, où la haine, la cruauté, malgré tout, existe dans l'esprit des gens. Donc c'est regrettable. Il y a quand même un facteur culturel qui, au fil du temps, est quand même un antidote à ça plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. Malgré tout, ça ne suffit pas et vous avez ces abus qui sont inacceptables. Et personne ne conteste le fait que ça soit inacceptable. Donc que dire? Non, en gros, historiquement, quand le Tibet, c'est quand même 7 fois la France. C'est 26% du territoire chinois. Ils avaient en tout et pour tout 1000 soldats. Ils n'ont jamais vu la nécessité d'avoir une armée. Donc il y a eu 1 million de Chinois qui sont venus, évidemment, ils ne faisaient pas le poids. Parce qu'ils n'avaient pas une culture militaire, disons. Alors les Chinois, ils vous montrent, si vous allez à Lhasa, ils font visiter la salle des tortures. Moi, je l'ai visité, la salle des tortures. C'est une pièce de... Alors effectivement, il y a eu des abus. Vous avez des voleurs, ils leur mettaient des carcans. Il y a une salle des tortures. Elle fait 5 mètres sur 5. Et c'est la seule dans tout le Tibet. C'est déjà beaucoup trop, mais c'est quand même pas ce qui se passe en Syrie. Donc je veux dire, ces choses-là sont abominables et se produisent, y compris dans les cultures bouddhistes. Mais en magnitude, je pense quand même que pour être, disons, honnête, c'est pas la même magnitude que ce qu'on peut voir dans les pays qui ont fondamentalement une vocation guerrière. Ceci dit, je me trompe sans doute. Hein. Je peux rebondir? Allez-y. Vous dites, ça me fait très plaisir hein, de dialoguer, parce que ça fait plusieurs mois que ça me tracasse. Vous dites, c'est pas la même amplitude. Bon, vous êtes un fan du Bhoutan, vous avez fait un très beau livre, une très belle photo. La Sorbonne a publié de très belles photos aussi de gens qui ont été expulsés du Bhoutan. Moi, ce qui me choque profondément, c'est que 100 000 personnes sur une population de 800 000 personnes ont été expulsées manu militari. On n'en parle pas. Alors on dit compassion, on parle compassion, là on est en plein dedans, hein. La compassion, altruisme et tout ça, là on n'en parle pas. Actuellement, il y a 60 000, grosso modo, hein, vous savez sûrement mieux que moi, il y a 60 000 personnes bhoutanaises ou d'origine bhoutanaise qui ont été récupérées aux États-Unis, au Canada, et 0 en France. Et non, mais il n'y a pas d'action, et il reste 30 000 personnes actuellement sur les frontières au Népal qui sont dans un désœuvrement total.
Alors, moi, j'y suis allé, donc je sais un peu. D'abord, ça continue, hein. C'est progressif. Il y a des avions tous les jours qui les emmènent. Désœuvrement, oui, mais enfin, quand même, ils ont été. Ils sont. je vois ce que vous voulez dire. Non, mais ils ont matériellement. Ils sont plutôt mieux que les populations environnantes. Et en plus, alors, ça, c'est pas beau, mais c'est comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont un permis pour aller aux États-Unis. Il y en a qui le vendent à des jeunes népalais qui veulent aux États-Unis. Il y a un trafic. Bon, tout ça, c'est pas très beau dans tous les sens. Ça a été vous avez dénoncé. raison. Le voir en Bhoutanais n'a pas d'excuse. La seule excuse qu'il a, c'est une excuse politique. C'est pas une excuse, c'est une explication, parce que même les dictateurs ont des explications. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez, le Bhoutan est un pays de montagnards. Les plaines se sont progressivement peuplées de population népalaise. Et un jour, ils ont dit, ben voilà, on veut un quota, on veut un moitié de ministre, on veut, etc. Et les Bhoutanais, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Donc, ils leur ont dit, il y a des nouveaux, il y a des anciens. Les anciens peuvent rester, on leur donne la nationalité. Les nouveaux repartaient. Ils ont fait bloc, ils sont solidaires. Ils n'ont pas voulu faire des distinctions, donc on a expliqué tout le monde manu militari. Vous avez tout à fait raison, ça a été inexcusable, pareil. Mais je veux dire, bon, ça s'est produit, c'était inexcusable. Le Bhoutan a par ailleurs des bons aspects, mais c'est une tâche sur ces bons aspects. Et c'est inexcusable. Par exemple, moi je reviens il y a 2 jours d'Islande. J'ai eu l'occasion de prendre un forum pour rencontrer le président. Il a dit des choses très belles. Il a dit il y avait une base militaire américaine, non, il n'y en a plus. Il n'y a pas un homme armé dans tout le pays. Et il n'y a pas d'armes en vente dans tout le pays. Alors je lui dis, quand j'ai eu l'occasion de parler avec lui, je lui dis c'est génial. C'est un endroit presque parfait qui pourrait être un modèle pour l'humanité, parce qu'il y a moins de crimes. Beaucoup moins de crimes qu'aux États-Unis. Alors, les gens qui disent qu'il faut s'armer pour se défendre, ça prouve que c'est faux. Mais je lui dis, mais quand même, ce serait pas mal si en même temps vous faites la promotion de c'est le meilleur endroit pour regarder les baleines, et à 10 km de là, il y a un massacre des baleines tous les ans. Donc je veux dire, ça tâche sur d'autres aspects qui par ailleurs sont louables. Donc si vous voulez, parfois il y a des aspects louables d'un côté, qu'on peut prendre comme exemple, et puis il y a des choses qui sont inacceptables. Donc c'est tout ça le progrès des cultures et des civilisations. Enfin, je vous donne un exemple ici, dans nos pays. On parle des droits de l'homme, progrès de civilisation, on devient une civilisation empathique, on va vers la solidarité, etc. Bon. Si vous regardez la théorie de l'évolution, il y a une continuité totale entre les animaux et l'être humain. Hein. Il n'y a pas de saut quantique, à part le langage et l'intelligence qui s'est développée, mais en gros, si on a des émotions, elles sont présentes chez les animaux, si on ne les aurait pas, c'est pas tombé du ciel. Alors, quand il s'agit des sciences de l'évolution, on dit c'est un continuum. Et on parle de déontologie, c'est-à-dire que le droit de l'individu est inaliénable, on ne peut pas utiliser sans esclaves pour rendre heureux 1000 personnes comme on faisait à Athènes, c'est inacceptable, chaque individu ne peut pas être un instrument au bien des autres. Mais alors ceux qui ont avec nous autant de gènes en commun, on se dit on en tue 1,5 milliard par an, ça c'est pas important, c'est des machines à faire des saucisses. Donc vous avez aussi une schizophrénie totale dans un pays qui apparemment est civilisé. Et je pense qu'on ne peut pas avoir un système éthique cohérent si on continue à avoir cette schizophrénie vis-à-vis d'autres êtres sensibles qui ont autant que nous le désir de ne pas souffrir. Donc c'est pour ça que Gandhi disait, on mesure la durée de civilisation d'un pays à la façon de traiter des animaux. Ceci dit, vous voyez que partout, il y a ces choses qui semblent incompatibles et qui sont éminemment, je veux dire, indésirables et auxquelles il faut remédier. Donc je pense que passer à un niveau supérieur de coopération, d'empathie et d'altruisme, c'est précisément amener davantage de cohérence là où il y a du bon, mais aussi en évitant tout ce qui est inacceptable. Ce n'est pas l'excuser d'avoir une vision rose et naïve de toutes les choses, c'est voir les choses telles qu'elles sont, voir qu'il y a des bonnes choses qu'on peut continuer à améliorer, et surtout ne pas détourner le regard des choses qui, comme vous le dites, sont inacceptables. Et la dernière question. Vous évoquiez la différence. Vous évoquiez la différence entre la compassion et l'altruisme, notamment dans le secteur médical avec les aides-soignants et le burn-out. Mais en pratique, effectivement, comment un aide-soignant peut-il passer de la compassion et donc du partage de la souffrance effectivement à l'altruisme? Oui. Alors je pense que si vous voulez, moi j'ai un ami au technique, un médecin, qui tous les ans rassemble 300 médecins et
s'entraînent pendant une semaine en manière de moitié de compassion. Et l'idée, c'est dans le curriculum, parce qu'un de ces médecins disait, on nous apprend tout, sauf la compassion. C'est-à-dire qu'en gros, on suppose que si vous devenez médecin ou infirmière, c'est parce que vous avez de la compassion pour ceux qui souffrent, et vous voulez les souffrir. Mais on prend ça pour acquis, et puis on laisse tomber. Moi, ce médecin, il me disait, quand j'ai commencé mon internat, je faisais des veilles de 36 heures, et je me rappelle un matin à 5 heures où une personne accidentée est arrivée, je me suis dit, si elle survit, je suis encore là pour 5 heures. Et quand il a pensé ça, il dit, c'est pas possible, ce système ne marche pas. Mais c'est vrai. Donc on essaie de les pousser au maximum comme on entraîne des commandos spéciaux. C'est pas la solution. Donc, ce que fait Tania Singer maintenant, l'idée c'est justement de contribuer à la société. Donc elle a ce programme d'1 an avec 300 volontaires, et l'idée c'est que si les résultats scientifiques sont suffisamment clairs et probants, c'est de proposer précisément, puisque c'est tous des novices qui sont portés volontaires, ce n'est pas des méditants qui s'intéressent au bouddhisme, ça n'a rien de bouddhiste, c'est purement l'empathie, la compassion et l'amour altruiste. C'est de proposer justement, au vu des résultats qu'elle semble obtenir, un programme où on apprendra de façon purement laïque et acceptable par tous comment cultiver cette chaleur humaine, parce que ça se fait. De même que John Kabat-Zinn, depuis 30 ans, a été intervenu dans des centaines d'hôpitaux aux États-Unis et dans le monde sur la réduction du stress par la pleine conscience, parce qu'il s'est dit il y a 30 ans, si je parle de méditation, je vais me faire jeter, ce qui était vrai. Donc il a dit le stress, tout le monde sait que c'est un problème, donc si je dis que je vais aider à remédier au stress, tout le monde va être content. Et le fait, c'est que c'est ça qui s'est produit. À savoir que c'est des programmes de 8 semaines, vous avez un prof d'université et un camionneur qui suivent ce programme, et puis les aides-soignants, quand ils ont vu ce que ça faisait, ils sont eux-mêmes participés à ces programmes, et ça fait un bien fou dans le domaine hospitalier. Donc on peut très bien concevoir qu'il y ait des unités dans le même sens pour et permettre au personnel soignant justement de trouver l'antidote du burn-out au travers de... C'est pas compliqué puisque tout le monde a la capacité de le faire. Donc c'est ça un peu l'idée. Et je pense que pour moi c'est un cas de figure où on peut vraiment, au travers de cette collaboration, contribuer quelque chose de vraiment important à la société. J'espère que ça se fera. Et c'est un grand encouragement de voir que la Commission européenne a financé ce programme sur 1 an à 300 volontaires, très cher, une trentaine de scientifiques qui travaillent à plein temps. Bon, là, je pense qu'il y a un espoir d'attirer l'attention. Il y a maintenant pas mal d'artistes scientifiques qui disent ouais, on ne peut plus parler de fatigue de la compassion, de fatigue de l'empathie. Donc, vous savez, c'est pareil, ça vient et ça va peut-être, espérons, prendre place. Parce que vous savez, finalement, pourquoi est-ce qu'on change? C'est quand on voit clairement les bienfaits du changement. Sinon, pourquoi changer? On va faire assez de statu quo, on bricole, et puis voilà, on fait ce qu'on peut. Mais si on voit vraiment les avantages qu'il y a à changer, je pense que c'est une source d'inspiration suffisante pour essayer de faire quelque chose, et espérons que ça se fera dans ce domaine. Merci. Mathieu Ricard va expliquer son livre et donc qui travaille.